Ma femme m'a refusé toute intimité chaque jour après notre mariage pendant 2 mois. Quand je l'ai confrontée, elle a dit « Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit ». J'ai donc demandé au tribunal la dissolution du mariage. Ce qui s'est passé ensuite a été plutôt inattendu. 187 appels manqués de ma femme. Alors, voici l'histoire. Je m'appelle Marcus Hale. J'ai 36 ans, et j'ai sincèrement pensé que j'avais décroché le jackpot en épousant Clara. Oui, je sais ce que tu penses. Oh, super. Encore une histoire larmoyante d'un homme d'âge moyen qui ne comprend rien aux femmes. Mais écoute-moi bien, car ce n'est pas ta typique connerie de « ma femme ne me comprend pas » que tu trouverais griffonné sur un forum Reddit à 2 heures du matin. Le mariage était tout droit sorti d'un foutu conte de fées, et je ne suis même pas sarcastique pour une fois. Imagine ça, Clara était absolument magnifique dans cette robe blanche fluide qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Le lieu était ce magnifique complexe au bord d'un lac qui donnait aux stories Instagram de tout le monde l'air de photos professionnelles. Et le tout était rempli de plus de rires et de larmes de joie qu'un marathon de comédie romantique. Bon sang, même mon cul cynique a eu la gorge nouée quand je l'ai vu marcher dans l'allée. Les promesses que nous nous étions faites, elles semblaient réelles, tu sais ? Comme si nous construisions vraiment quelque chose de solide ensemble, quelque chose qui durerait plus longtemps qu'une tendance TikTok. Je croyais sincèrement que l'intimité viendrait naturellement après que nous ayons dit oui. Traite-moi de vieux jeu ou de ce que tu veux, mais j'imaginais que c'était ainsi que fonctionnait le mariage. On s'aime. On s'engage l'un envers l'autre. Et puis tu sais, on se connecte l'un à l'autre à tous les niveaux. Physique, émotionnel, spirituel, la totale. Je veux dire, nous étions ensemble depuis 2 ans avant de nous marier. Et bien que nous ayons gardé les choses assez traditionnelles en termes d'attente, il y avait définitivement de la chimie entre nous. Le genre qui me faisait penser que notre lune de miel allait être absolument incroyable. Mais, oh là là, quel réveil brutal m'attendait, qui ferait passer une douche froide pour des vacances tropicales. 2 mois, 61 jours pour être exact, parce que oui, je comptais les jours comme un adolescent désespéré. Chaque soir, Clara trouvait un nouveau moyen créatif d'éviter tout contact physique. Et je ne parle pas seulement de sexe ici. Je parle de tout. Pas de main tenue, pas de câlin sur le canapé pendant les marathons Netflix, pas de baiser spontané dans la cuisine en préparant le café. Rien. Nada. Zéro. Je suis fatigué et est devenu son excuse passe-partout, prononcée avec le même enthousiasme que la plupart des gens réservent à la lecture de police d'assurance. Où elle sortait le coup classique de faire semblant de s'endormir en faisant défiler son téléphone, ce qui est honnêtement impressionnant étant donné qu'elle arrivait d'une manière ou d'une autre à dormir malgré l'éblouissement de l'écran lumineux. Mais se réveillait instantanément si je changeais de position de mon côté du lit. Au début, j'ai joué le rôle de mari compréhensif à la perfection. Je veux dire, s'adapter à la vie conjugale peut être difficile, n'est-ce pas ? Peut-être était-elle stressée par le travail, ou encore sous le coup du chaos de la planification du mariage, ou faisait-elle face à un drame familial dont je ne savais rien. Je me suis convaincu que la patience était la clé ici, que forcer la situation ne ferait qu'aggraver les choses. Alors, j'ai attendu, et attendu, et attendu encore comme un idiot faisant la queue pour un restaurant qui était clairement fermé depuis des heures. Mais, au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient à la vitesse de la bureaucratie gouvernementale, ma patience a commencé à se transformer en confusion, qui a ensuite évolué en ce sentiment amer et rongeant que quelque chose n'allait pas fondamentalement avec notre mariage. Je restais éveillé la nuit, fixant le plafond et me demandant ce que j'avais fait de mal. N'étais-je pas assez séduisant ? Pas assez romantique ? Avais-je une sorte d'odeur corporelle étrange qui tuait le mariage et ne s'activait qu'après avoir prononcé les vœux ? Le pire était de voir Clara agir de manière totalement normale dans tous les autres aspects de notre relation. Elle discutait avec moi de sa journée, riait de mes blagues nulles, planifiait même des activités de week-end ensemble. Mais, au moment où quoi que ce soit pouvait mener à l'intimité physique, c'était comme si elle avait une sorte de champ de force invisible qui s'activait plus vite que tu ne pouvais dire coupe l'ambiance. Au bout de 2 mois, je devenais légèrement fou. Non pas le genre de folie amusante où l'on commence à collectionner des capsules de bouteilles vintage ou à apprendre à jongler avec des torches enflammées, mais le genre qui vous brise l'âme. Où l'on remet en question toute son existence et où l'on se demande si l'on est le problème dans chaque équation. La 60e nuit, j'ai enfin eu le courage d'avoir la conversation. Tu sais, celle-là.
La conversation sur la relation que tous les hommes redoutent plus qu'une dévitalisation effectuée par un dentiste aux yeux bandés. J'ai attendu que nous soyons tous les deux au lit, la pièce sombre à l'exception de la lueur bleue agaçante de l'écran de son téléphone, et j'ai pris une profonde inspiration qui m'a semblé être la dernière. « Clara », ai-je dit, et ma voix s'est brisée comme si je traversais à nouveau la puberté. Le fait est qu'elle ne se brisait pas de colère ou de frustration. Elle se brisait de pure, d'indicible douleur. Nous sommes mariés depuis 2 mois maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas touché une seule fois? Pas une seule fois. Je m'attendais à ce qu'elle se mette sur la défensive, peut-être qu'elle pleure un peu, ou du moins qu'elle montre une sorte d'émotion qui indiquerait qu'elle se souciait un tant soit peu de mes sentiments. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est une réponse si froide qu'elle aurait pu congeler instantanément un feu de joie. Elle n'a même pas posé son téléphone. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste prononcé sa réponse avec le même ton qu'elle aurait utilisé pour dire à un télévendeur qu'elle n'était pas intéressée. Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit. Et c'est là que je l'ai senti. Quelque chose en moi n'a pas seulement craqué. Cela s'est complètement brisé en 1 million de minuscules morceaux que je savais ne jamais pouvoir reconstituer. Ce n'était pas la femme dont j'étais tombé amoureux. Ce n'était pas la femme qui avait promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir il y a seulement 60 jours. C'était une étrangère portant le visage de ma femme, prononçant une phrase qui semblait tout droit sortie d'un manifeste féministe tordu conçu pour détruire les mariages. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité pendant que Clara reprenait le défilement de ses réseaux sociaux insignifiants, plus importants que son mari, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais mettre fin à cette mascarade de mariage avant qu'elle ne finisse de empoisonner ce qui restait de mon âme. Entrer dans ce palais de justice, c'était comme pénétrer dans une réalité alternative tordue où tout ce que je croyais savoir de ma vie était sur le point d'être chamboulé et secoué comme une boule à neige manipulée par un enfant trop enthousiaste. Mes pas étaient calmes et mesurés. J'avais répété cette marche dans ma tête 1 millier de fois au cours des dernières semaines, mais ma poitrine me donnait l'impression de porter le poids de chaque nuit sans sommeil, de chaque avance rejetée et de chaque moment déchirant des 2 derniers mois. Le palais de justice lui-même était exactement ce à quoi on s'attendait de l'architecture gouvernementale. Stérile, intimidant et conçu pour vous faire sentir que vous êtes sur le point d'être traité par une sorte de broyeur bureaucratique. Le genre d'endroit où l'espoir va mourir en même temps que votre foi dans le système de justice américain. Mais bon, au moins l'éclairage fluorescent faisait des merveilles pour le teint de tout le monde. Et par merveille, je veux dire nous faire tous ressembler à des figurants d'un film d'apocalypse zombie. Clara, bien sûr, est arrivée élégamment en retard car, apparemment, même les procédures de divorce étaient une nouvelle occasion pour elle de faire une entrée spectaculaire. Elle est entrée en se pavanant dans ce tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, l'air de sortir tout droit d'une publicité pour un cabinet d'avocats haut de gamme. La femme a eu l'audace de s'envelopper dans des tissus coûteux et d'agir comme si elle était la victime de tout ce scénario tordu. Je devais admirer son engagement dans la performance, même si cela me donnait envie de rire hystériquement ou peut-être simplement de crier dans le vide. Au moment où elle est entrée dans la salle d'audience, elle est immédiatement passée en mode victime plus vite qu'un politicien ne change de position pendant la saison électorale. Avant même que le juge n'ait eu le temps de s'installer correctement, Clara brossait déjà un tableau élaboré de moi comme une sorte de monstre instable et exigeant avec lequel il était impossible de vivre. Selon son histoire larmoyante habilement conçue, j'étais apparemment un mari contrôlant qui faisait des demandes déraisonnables et créait un environnement familial hostile qui ferait passer une prison de haute sécurité pour une confortable chambre d'hôte. Elle a parlé de ma violence émotionnelle. Et laissez-moi vous dire, ça a vraiment fait mal parce que c'est une accusation si fourre-tout qu'il est impossible de s'en défendre sans paraître sur la défensive. Elle a mentionné mes attentes irréalistes et s'est présentée comme une pauvre femme innocente qui essayait juste de naviguer dans la vie conjugale avec un mari qui avait clairement de sérieux problèmes psychologiques. À l'entendre, on aurait cru que j'étais une sorte d'homme des cavernes qui s'attendait à ce qu'elle se prosterne devant tous mes caprices pendant que je restais assis à me gratter et à grogner sur mes besoins masculins. Mais il y a quelque chose à propos de la vérité. Elle a cette fâcheuse habitude d'être persistante, un peu comme cet ami qui continue de t'envoyer des messages même après que tu aies clairement mis fin à la conversation. Quand mon tour est venu de parler, je me suis levé et j'ai senti une étrange sensation de calme m'envahir. Peut-être était-ce parce que j'avais enfin atteint le point où je n'avais absolument plus rien à perdre. Ou peut-être était-ce parce que je savais que j'étais sur le point de lâcher des bombes de vérité qui feraient s'effondrer la façade soigneusement construite de Clara plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Votre honneur, ai-je commencé,
et ma voix était plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pendant 2 mois entiers de mariage, on m'a refusé non seulement l'intimité physique, mais toute forme d'affection. Quand j'ai finalement eu le courage de demander à ma femme pourquoi cela se produisait, sa réponse a été, et je cite, « Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit. Il ne s'agit pas de sexe, votre honneur. Il s'agit de respect, de confiance et du fondement même de ce que le mariage est censé représenter. » J'ai observé le juge se pencher légèrement en avant, clairement intrigué par cette déviation du drame de divorce typique, où l'un disait blanc et l'autre noir, qui remplissait probablement son calendrier quotidien. La salle d'audience, qui avait bourdonné du genre de bavardage feutré que l'on attend des gens qui attendent leur tour pour laver leur linge sale en public, est soudainement devenue si silencieuse qu'on aurait pu entendre l'estomac de quelqu'un grogner 3 rangées plus loin. Clara, pendant ce temps, maintenait ce petit sourire suffisant qui était devenu son expression caractéristique chaque fois qu'elle pensait gagner une dispute. Tu connais le look, celui qui dit « Je suis tellement plus intelligente que tout le monde dans cette pièce et vous êtes tous trop stupides pour vous en rendre compte. » C'est la même expression que les gens adoptent lorsqu'ils pensent avoir réussi à manipuler une situation à leur avantage, complètement inconscients du fait que leur château de cartes est sur le point de s'effondrer autour d'eux. C'est alors que j'ai décidé de porter le coup de grâce que j'avais gardé pour ce moment précis. Et votre honneur, j'ai des preuves concrètes qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être ma femme. Elle avait d'autres projets dès le début, des projets financiers. La satisfaction de voir ce sourire confiant commencer à se fissurer était meilleure que le matin de Noël, gagner à la loterie et apprendre que votre émission de télévision préférée était renouvelée pour une autre saison, tout cela réuni en un seul moment glorieux. On pouvait réellement voir la seconde exacte où Clara a réalisé que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi maligne qu'elle le pensait. Son visage a subi une transformation fascinante qui aurait été hilarante si elle n'avait pas été si pathétique. Confusion, puis inquiétude, puis l'horreur naissante de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il jouait aux échecs pendant que tout le monde était passé à un jeu complètement différent. Son avocat, un type à l'allure lisse qui facturait probablement à la minute et qui avait clairement été pris complètement au dépourvu par cette révélation, a commencé à tripoter ses papiers comme s'il essayait de trouver une échappatoire légale magique qui ferait disparaître toute cette situation. On pouvait pratiquement le voir calculer mentalement la valeur de ses honoraires par rapport à la part de sa réputation professionnelle qu'il était prêt à risquer en défendant quelqu'un qui était apparemment sur le point d'être démasqué comme une fraude. L'atmosphère de la salle d'audience a complètement changé à ce moment-là. Ce qui avait commencé comme une simple procédure de divorce de routine se transformait soudainement en quelque chose de beaucoup plus intéressant et potentiellement criminel. Les gens se redressaient, les téléphones étaient discrètement sortis pour enregistrer ce qui allait clairement devenir le drame juridique le plus divertissant que quiconque ait jamais vu dans ce palais de justice endormi. La confiance de Clara, qui avait été son armure tout au long de cette épreuve, se fissurait plus vite qu'une peinture bon marché sous la lumière directe du soleil. Elle essayait de maintenir sa contenance, mais on pouvait voir son esprit s'emballer, essayant probablement de comprendre exactement ce que je savais et à quel point elle était réellement foutue. La femme qui avait marché dans cette salle d'audience en agissant comme si elle possédait l'endroit regardait soudain autour d'elle comme un animal acculé cherchant une issue qui n'existait pas. Le moment de vérité était arrivé, et laissez-moi vous dire, c'était plus satisfaisant que de pouvoir enfin faire éclater ce morceau de papier bulle que vous aviez gardé ou de regarder votre star de télé-réalité la moins préférée se faire éliminer de l'île. J'ai fait un signe de tête à mon avocat, qui a remis un dossier en papier au huissier avec le genre de révérence habituellement réservé à la manipulation d'artefacts anciens ou de matières nucléaires. Ce dossier contenait des captures d'écran numériques qui étaient sur le point de transformer le monde de Clara en un cratère fumant, et j'allais savourer chaque seconde de ce spectacle. L'huissière, une femme sans fioriture qui semblait avoir vu toutes les saveurs possibles de la stupidité humaine défiler dans cette salle d'audience, a remis ses captures d'écran au juge comme si elle prononçait la peine de mort de quelqu'un, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Le juge a ajusté ses lunettes avec le mouvement habituel de quelqu'un qui a passé des décennies à déchiffrer les conneries que les gens tentaient de faire passer pour la vérité dans son tribunal, et a commencé à lire le premier message à voix haute. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je ne l'ai pas épousée par amour. J'avais besoin de sécurité. Une fois que j'aurai accès à ses comptes, il ne sera plus qu'un tremplin. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber dans le comté voisin. C'était le genre de silence qui vous rend soudainement conscient de votre propre rythme cardiaque, de votre respiration et du fait que tout le monde dans la pièce venait de réaliser collectivement qu'il assistait à l'implosion de la vie de quelqu'un en temps réel. La voix du juge avait porté les propres mots de Clara avec le genre de clarté qui les rendait impossibles à mal interpréter ou à justifier.
Je me suis tourné pour regarder Clara, et, putain, la voir perdre toute couleur était comme regarder une vidéo en accéléré de quelqu'un vieillir de 30 ans en 30 secondes. Sa peau est passée de son éclat sain habituel au genre de pâleur que l'on voit chez les gens qui viennent de recevoir de très mauvaises nouvelles de leur médecin. La femme confiante et manipulatrice qui était entrée dans cette salle d'audience était rapidement remplacée par quelqu'un qui semblait s'être rendu compte qu'elle se trouvait au milieu d'un champ de mine en portant des claquettes. Mais le juge n'avait pas fini. Oh non. Il ne faisait que s'échauffer, et apparemment ma chère épouse lui avait fourni beaucoup de matière à exploiter. Le message suivant a frappé la salle d'audience comme une bombe verbale qui faisait passer le premier pour une douce tape amicale. 2 mois de rejet vont l'affaiblir. Il sera désespéré quand je ferai pression pour le contrôle financier. Des halètements ont parcouru la salle d'audience comme une vague d'horreur collective mêlée de fascination morbide. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage qui avait mal tourné. Il s'agissait d'une manipulation calculée qui avait été planifiée dès le début. Les personnes assises sur ces bancs en bois inconfortables n'assistaient pas seulement à un divorce. Elles obtenaient un siège au premier rang pour le démasquage complet de quelqu'un qui avait transformé le mariage en un jeu d'escroquerie à long terme. La bouche de Clara s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson sorti de l'eau, essayant désespérément de comprendre comment respirer l'air. La femme qui avait toujours une réplique rapide, une déviation astucieuse ou un mensonge parfaitement élaboré prêt à être déployé, était soudainement sans voix. C'était honnêtement fascinant de voir quelqu'un qui avait construit toute son existence autour de la manipulation réaliser qu'elle avait finalement été déjouée. Son avocat avait l'air de se demander sérieusement si son diplôme de droit venait avec une sorte de garantie qui lui permettrait de le rendre et de se lancer dans une profession moins démoralisante. Le pauvre bougre fouillait frénétiquement dans ses papiers avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui essaie de trouver une bouée de sauvetage sur un navire qui coule, mais il n'y a aucun précédent légal pour défendre quelqu'un contre ses propres messages textes stupidement incriminants. Alors Clara a retrouvé sa voix, et ce qui en est sorti était exactement le genre de contrôle des dommages pathétiques que l'on attend de quelqu'un dont le plan directeur vient d'être exposé au monde. Elle a commencé à bégayer quelque chose sur le fait que ce n'était que des blagues entre amis, que tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il se défoule, que je sortais tout de son contexte et que j'étais vindicatif. Sa voix devenait plus aiguë et plus frénétique à chaque mot, comme un moteur de voiture qui a été poussé bien au-delà de ses limites et est sur le point d'exploser spectaculairement. Votre honneur, dit-elle, la voix se brisant comme de la glace fine sous pression. Ces messages sont complètement sortis de leur contexte. Les femmes disent des choses à leurs amis quand elles sont frustrées qu'elles ne pensent pas vraiment. C'est juste. C'est juste des discussions de filles. On se défoulait juste. Et mon mari utilise des conversations privées pour me faire passer pour une sorte de monstre. Le désespoir dans sa voix était si palpable qu'on aurait pu le couper au couteau et le servir pour le dîner. Elle lançait toutes les excuses possibles qui lui venaient à l'esprit, espérant que quelque chose, n'importe quoi, tiendrait assez longtemps pour créer un doute raisonnable. Mais voilà le truc avec les preuves numériques. Elle ne se soucie pas vraiment de vos sentiments ou de vos tentatives désespérées de recadrer la réalité. Le juge la regarda avec le genre d'expression que les juges perfectionnent probablement au fil des années à traiter avec des gens qui pensent pouvoir s'en sortir en parlant. C'était un regard qui disait « J'ai entendu toutes les excuses possibles, et la vôtre n'arrive même pas aux notes de bas de page. » Il brandit les papiers contenant ces messages comme s'ils étaient la pièce à conviction dans un procès pour meurtre. « Madame Hale, dit-il, et la façon dont il insista sur Madame fit sonner comme s'il se demandait si elle méritait même d'utiliser mon nom de famille. Ces messages montrent une préméditation et une intention claire de fraude. Ils détaillent un plan spécifique pour manipuler votre mari émotionnellement et financièrement. Ce n'est pas une discussion de filles. C'est la preuve d'une fraude matrimoniale. Le tribunal bourdonnait maintenant avec le genre d'énergie que l'on obtient lorsque les gens réalisent qu'ils sont témoins de quelque chose dont on parlera pendant des années. Des téléphones portables apparaissaient discrètement alors que les gens essayaient de capturer ce moment pour leur flux de médias sociaux, car apparemment même la destruction complète de la vie de quelqu'un doit être partagée avec Internet. Clara regardait autour de la salle d'audience comme si elle cherchait quelqu'un, n'importe qui pourrait croire à ces explications de plus en plus ridicules. Mais la vérité a cette fâcheuse habitude d'être assez évidente une fois qu'elle est exposée noir sur blanc. Ses propres mots la condamnaient plus efficacement que n'importe quel avocat n'aurait pu le faire. Sa confiance, qui avait été son arme principale tout au long de notre relation, était désormais complètement brisée. La femme qui avait toujours eu 3 longueurs d'avance sur tout le monde avait enfin été prise au dépourvu, et la regarder réaliser qu'elle n'avait absolument aucune issue de cette situation était plus satisfaisant que je n'aurais jamais pu l'imaginer.
Tu connais cette sensation quand tu joues au poker et que tu as une quinte flush royale alors que tout le monde se prend pour le top avec ses mains médiocres? C'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant Clara se tortiller dans son tailleur de créateur, essayant désespérément de convaincre le juge que ces messages textes n'étaient que des discussions innocentes entre filles. La femme était pratiquement en train de fondre plus vite qu'une glace sur un trottoir de Phoenix en juillet, mais je n'en avais pas encore fini avec elle. Loin de là. J'avais une dernière carte à jouer, et celle-ci allait être la qui anéantirait complètement toute chance qu'elle avait de se sortir de ce naufrage avec ne serait-ce qu'un centime à son nom. La belle ironie de tout cela, c'est que Clara m'avait pratiquement donné l'arme dont j'avais besoin pour la détruire. Elle avait tellement hâte que je signe tout rapidement qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire ce à quoi elle me faisait consentir. Enfoui dans nos papiers de mariage, caché parmi toutes les conneries légales standards que la plupart des gens se contentent de survoler comme s'ils acceptaient les conditions générales d'iTunes, se trouvait un petit addendum que Clara m'avait pressé de signer juste avant notre mariage. À l'époque, elle l'avait présenté comme une simple formalité juridique ennuyeuse sur laquelle l'avocat de sa famille avait insisté. Tu sais, le genre de paperasse fastidieuse qui te fait les yeux vitreux et te donne envie de signer n'importe quoi pour passer à autre chose. Ce ne sont que des choses standards, avait-elle dit avec ce doux sourire dont je me rendais compte maintenant qu'il était aussi authentique qu'un billet de 3 $. L'avocat de mes parents est super paranoïaque à l'idée de protéger les biens familiaux. Tu sais comment sont les avocats. Ils rendent tout beaucoup plus compliqué que nécessaire. Elle en avait ri comme si c'était juste une autre responsabilité adulte agaçante à laquelle nous devions faire face, comme faire nos impôts ou se souvenir de faire la vidange de nos voitures. Mais voilà le truc avec moi. Je suis peut-être confiant, mais je ne suis pas complètement stupide. Quelque chose dans la façon dont elle me pressait de signer m'a semblé bizarre, comme lorsqu'un vendeur de voitures d'occasion essaie de vous presser de prendre une décision avant que vous ne puissiez trop réfléchir à savoir si vous avez vraiment besoin de cette garantie prolongée. Alors, j'avais discrètement emmené une copie de cet addendum à mon propre avocat quelques semaines avant le mariage, juste pour m'assurer que je ne signais pas accidentellement la renonciation à mon premier-né ou l'accord de lui donner mon rein si jamais elle en avait besoin. Mon avocat, un type astucieux nommé Davison qui facturait alors mes valets chaque sacré centime, avait lu le document avec le genre d'attention minutieuse que Clara n'avait clairement pas attendu de quiconque. Quand il eut fini, il me regarda avec une expression qui se situait quelque part entre l'impression et l'inquiétude. « Marcus, dit-il, se penchant en arrière dans sa chère chaise en cuir, c'est soit le travail de quelqu'un d'incroyablement naïf sur la façon dont fonctionnent les contrats de mariage. Soit de quelqu'un qui tente de réaliser l'une des autodestructions les plus élaborées que j'ai jamais vues. Cet addendum dit en gros que si votre mariage est dissous pour fraude ou tromperie de sa part, elle renonce à toutes les créances financières et doit rendre tous les cadeaux. Chaque dollar de soutien, tout. À l'époque, j'avais pensé que c'était simplement un langage juridique trop prudent, conçu pour nous protéger tous les deux des potentiels chasseurs de fortune. Je veux dire, qui diable signerait sciemment quelque chose qui pourrait complètement le ruiner s'il prévoyait de commettre une fraude? Cela semblait être le genre de clause qui n'entrerait en jeu que dans un scénario de feuilleton ridicule qui n'arriverait jamais dans la vraie vie. Mais maintenant, assis dans cette salle d'audience, regardant le monde soigneusement construit de Clara s'effondrer autour d'elle comme un château de cartes dans une tornade, je réalisais qu'elle avait essentiellement écrit son propre arrêt de mort et m'avait tendu le stylo pour le signer. La femme était si sûre de sa capacité à me manipuler qu'elle n'avait jamais envisagé la possibilité que son plan puisse se retourner spectaculairement contre elle. J'ai de nouveau fait un signe de tête à mon avocat, et il s'est levé avec le genre d'élan dramatique que l'on ne voit habituellement que dans les films de procès. Votre honneur, je voudrais présenter des preuves supplémentaires directement pertinentes pour cette affaire. Il a remis un autre jeu de documents à l'huissier, et j'ai vu le visage de Clara passer de pâle à absolument cendré alors qu'elle réalisait que, d'une manière ou d'une autre, ce cauchemar allait encore empirer pour elle. Le juge a pris les papiers et a commencé à les lire avec la précision méthodique de quelqu'un qui a passé des décennies à démêler les embrouilles juridiques que les gens se créent. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient la page, je pouvais voir ses sourcils se lever de plus en plus haut, comme s'il lisait quelque chose qui était soit complètement brillant, soit absolument fou. C'est intéressant, a déclaré le juge, ce qui, en langage d'avocat, se traduit en gros par « putain, vous n'allez pas croire ça ». Il a levé les yeux des papiers et a fixé Clara d'un regard qui aurait pu geler l'enfer. « Madame Hale, êtes-vous familière avec le contenu de cet addendum à votre contrat de mariage ?» Clara ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle jouait à la roulette russe avec un pistolet entièrement chargé. Sa bouche bougeait, mais aucun son n'en sortait, comme si elle essayait de parler sous l'eau ou avait soudainement oublié comment fonctionnait le langage humain.
Son avocat feuilletait frénétiquement ses propres copies des documents, se demandant probablement comment diable il avait pu manquer quelque chose d'aussi significatif. L'addendum stipule clairement, a poursuivi le juge, sa voix portant le poids de la finalité juridique, que si ce mariage est dissous pour fraude ou tromperie de la part de l'une des parties. La partie coupable renonce à toutes les revendications financières et doit restituer tout don ou soutien financier reçu pendant la relation. La salle d'audience était maintenant si silencieuse qu'on aurait pu entendre quelqu'un penser trop fort. Clara fixait le juge comme s'il parlait en sumérien ancien, incapable de comprendre le fait que sa propre cupidité et son excès de confiance l'avaient amené à signer ce qui était essentiellement une confession et une punition, le tout dans un paquet légal bien ficelé. Votre honneur, l'avocat de Clara a finalement réussi à balbutier, réalisant probablement que sa cliente venait d'être révélée comme quelqu'un qui s'était joué elle-même plus durement que quiconque dans l'histoire des procédures judiciaires. Ma cliente n'a peut-être pas pleinement compris les implications de. Mais le juge l'a interrompu d'un geste de la main qui signifiait « Gardez ça pour quelqu'un que ça intéresse ». Le document est clair, et les propres messages textes de votre cliente fournissent amplement la preuve d'une intention frauduleuse. Ce contrat est juridiquement contraignant et exécutoire. Et c'est là que Clara a complètement perdu les pédales. Voilà le truc avec les scandales familiaux. Ils se propagent plus vite que les ragots lors d'une réunion d'anciens élèves et frappent 2 fois plus fort qu'un drame de télé-réalité. La défaite au tribunal n'était que l'acte d'ouverture de l'apocalypse personnel de Clara. Ce qui s'est passé ensuite a été comme regarder des dominos tomber, sauf que chaque domino était une relation qu'elle avait passé des années à construire, et ils s'écroulaient tous avec le genre de destruction spectaculaire qui donne envie de prendre du popcorn et de s'installer pour le spectacle. La nouvelle s'est répandue dans le réseau familial de Clara avec l'efficacité d'une opération militaire et la subtilité d'une explosion nucléaire. Dans les 24 heures suivant le verdict, chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille savait exactement ce qui s'était passé dans cette salle d'audience. Les réseaux sociaux s'en sont assurés, car apparemment quelqu'un avait tweeté en direct toute l'affaire comme si c'était le Super Bowl des procédures de divorce. Les parents de Clara, Robert et Margaret Thornton, avaient passé la majeure partie de 2 ans à se vanter à quiconque voulait bien les écouter du mariage parfait de leur fille. C'était le genre de personnes qui transformaient chaque conversation en une occasion de se vanter faussement de leurs enfants réussis, le genre qui parvenait d'une manière ou d'une autre à intégrer les réalisations de Clara dans une discussion sur la météo ou le prix de l'essence. Ils s'étaient régalés de l'histoire de la façon dont leur brillante fille avait épousé un homme si réussi et stable, moi, et de la façon dont ils avaient élevé une enfant si merveilleuse qui savait choisir les gagnants. Maintenant, ils étaient assis dans leur maison de banlieue impeccable, probablement en train de regarder leur téléphone avec horreur alors que les notifications continuaient d'affluer. Amis, voisins et associés leur envoyaient des liens vers des articles de presse, des publications sur les réseaux sociaux et probablement quelques mèmes bien choisis sur la chute spectaculaire de leur fille. Les mêmes personnes qui avaient été forcées d'écouter leur fanfaronnade pendant des mois obtenaient maintenant les premières loges de leur humiliation. J'ai entendu dire par la rumeur, et laissez-moi vous dire, cette rumeur travaillait des heures supplémentaires. Mais la première confrontation familiale eut lieu lors de ce qui était censé être un paisible dîner du dimanche. Tu sais, le genre. Porcelaine fine, rôti soigneusement préparé, tout le monde assis autour de la table faisant semblant de passer un bon moment ensemble. Sauf que cette fois, au lieu de discuter de la météo ou de se plaindre des politiciens, ils devaient faire face au fait que leur enfant chéri venait d'être exposé comme une fraude de classe mondiale. L'oncle de Clara, Frank, un type qui n'avait apparemment jamais appris l'art de la subtilité ou du tact, fut le premier à la remettre à sa place. Imaginez ceci, un entrepreneur en construction d'une 60aine d'années qui avait bâti sa vie sur le travail acharné et l'honnêteté, découvrant soudain que sa nièce avait transformé le mariage en un plan pour s'enrichir rapidement. L'homme n'avait probablement jamais été aussi dégoûté par un autre être humain de toute sa vie. « Tu nous as tous déshonorés », aurait-il dit, et selon les membres de la famille qui ont été témoins de cet assassinat verbal, il avait claqué son poing sur cette chère table de salle à manger assez fort pour faire trembler la bonne porcelaine. La même table où Clara avait probablement été assise enfant, apprenant les valeurs familiales et l'importance de l'intégrité, était maintenant le théâtre de son assassinat de caractère complet par ses propres parents. Mais l'oncle Frank ne faisait que s'échauffer. Apparemment, l'homme avait accumulé des années d'opinion sur l'attitude arrogante de Clara, et ce scandale lui avait finalement donné la permission de tout déballer. Il s'était lancé dans une tirade sur la façon dont elle avait embarrassé tout le nom de la famille, comment elle les avait tous fait passer pour avoir élevé une arnaqueuse sociopathe, et comment il avait honte de partager l'ADN avec quelqu'un qui pouvait être si calculateur et sans cœur. Le reste de la famille est resté assis en silence stupéfait,
essayant probablement de comprendre que leur dîner du dimanche s'était transformé en un épisode de Jerry Springer. La mère de Clara, qui avait passé des décennies à perfectionner l'art de paraître raffinée et respectable, pleurait apparemment dans sa serviette pendant que son père semblait se demander sérieusement s'il n'était pas trop tard pour déshériter légalement une fille de la trentaine. Son frère Daniel, qui avait toujours admiré Clara comme si elle était une sorte de génie qui avait mieux compris la vie que quiconque, a cessé de lui parler complètement. C'était un gars qui l'appelait pour des conseils sur tout, des entretiens d'embauche à la marque de lessive à acheter. Il croyait sincèrement que Clara était cette brillante stratège qui pouvait naviguer dans n'importe quelle situation avec grâce et intelligence. Maintenant, il réalisait que son modèle était en fait une manipulatrice et une fraude qui jouait avec les émotions des gens pour son profit personnel. L'héroïsation qu'il avait eue pour sa sœur aînée avait été remplacée par le genre de dégoût que l'on réserve généralement à la découverte que son restaurant préféré sert de la viande périmée depuis des mois. Il aurait apparemment dit à d'autres membres de la famille qu'il se sentait idiot d'avoir jamais pensé que Clara était quelqu'un digne d'admiration. Même sa mère, qui avait passé toute la vie de Clara à trouver des excuses pour le comportement de sa fille et à la défendre contre toute critique, avait finalement atteint son point de rupture. Margaret Thornton, une femme qui avait perfectionné l'art du soutien passif-agressif et n'avait probablement jamais dit un mot dur sur Clara en public, admettait maintenant dans des conversations murmurées avec des proches que sa fille avait complètement détruit sa vie par pure cupidité et stupidité. Je ne comprends pas comment nous avons pu élever quelqu'un d'aussi calculateur, aurait-elle confié à la tante de Clara, Suzanne, lors d'un appel téléphonique qui n'était certainement pas censé être entendu. La Clara que je croyais connaître n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. J'ai l'impression de ne même plus connaître ma propre fille. La famille qui avait autrefois poussé Clara à se marier par statut et sécurité, car soyons honnêtes, c'était probablement eux qui lui avaient mis ces idées en tête au départ, la traitait maintenant comme une paria qui avait apporté la honte à toute la lignée. Les mêmes personnes qui l'avaient encouragée à trouver un mari avec de bonnes perspectives financières étaient maintenant horrifiées qu'elle ait poussé leurs conseils à un extrême aussi tordu. Les invitations de Noël étaient discrètement annulées. Les chats de groupes familiaux devenaient silencieux chaque fois que Clara essayait de participer. La femme qui avait autrefois été le centre d'attention à chaque réunion de famille était maintenant systématiquement exclue du cercle social même qu'il avait façonné en la personne qu'elle était devenue. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir en dessert. Si tu penses que la trahison familiale fait mal, attends de voir ce qui se passe quand tes soi-disant amis découvrent que tu les as traités comme des complices involontaires dans ton plan de fraude élaboré. Le cercle social de Clara ne l'a pas seulement abandonnée. Ils se sont retournés contre elle avec l'efficacité vicieuse d'une meute de loups qui avait soudainement réalisé qu'il hébergeait un membre enragé depuis le début. C'était honnêtement beau à voir, de la même manière qu'une démolition contrôlée est belle quand on voit un vilain bâtiment réduit en gravat. L'ironie de toute la situation était que les amis de Clara étaient les mêmes personnes à qui elle se vantait dans ses messages textuels incriminants. C'étaient les femmes en qui elle avait eu confiance, avec qui elle avait ri, et qu'elle avait apparemment utilisé comme son groupe de supporters personnels pendant qu'elle orchestrant ma destruction émotionnelle. Ce sont elles qui avaient reçu ces captures d'écran qui ont fini par être lues à voix haute au tribunal. Les messages où elle détaillait son plan directeur pour me manipuler jusqu'à la soumission financière. Maintenant, imagine être l'une de ses amies et réaliser soudainement que tu as été complice du plan de quelqu'un pour commettre une fraude matrimoniale. Ces femmes n'étaient pas seulement embarrassées. Elles étaient furieuses, comme seuls des amis trahis peuvent l'être. Le genre de colère qui pousse les gens à faire des choses comme prendre des captures d'écran de chaque conversation qu'elles ont eue avec vous et les partager dans des chats de groupe avec des légendes comme « Vous croyez que j'ai cru que cette psychopathe était mon amie ?» Les captures d'écran des messages originaux de Clara se sont propagées dans leur cercle social plus vite qu'une rumeur de décès de célébrités sur Twitter. Chaque femme de leur groupe d'amis voyait soudainement exactement ce que Clara pensait vraiment du mariage, de l'engagement et de la décence humaine fondamentale. Elles obtenaient un aperçu des coulisses de la façon dont quelqu'un en qui elles avaient confiance s'était moqué de manipuler un autre être humain pour un gain financier. Sarah Martinez, qui avait été la demoiselle d'honneur de Clara et avait probablement passé des semaines à aider à planifier notre mariage, a apparemment été la première à réaliser qu'elle avait été manipulée. Selon le réseau de ragots qui était d'une efficacité supérieure à celle du FBI, Sarah avait appelé Clara quelques heures après la publication de l'histoire du tribunal et l'avait absolument anéantie au téléphone. « Tu m'as rendu complice de ça », aurait crié Sarah, sa voix empreinte d'une fureur qui vient de la réalisation qu'on a été utilisée par quelqu'un qu'on considérait comme une amie proche. « Je t'ai aidé à organiser un mariage qui était en fait une vaste escroquerie. Je me suis tenu à tes côtés pendant que tu mentais à tout le monde, y compris à moi.
As-tu la moindre idée de ce que ça me fait ressentir? Mais Sarah n'avait pas fini. Apparemment, elle a passé les 20 minutes suivantes à détailler exactement comment la tromperie de Clara l'avait amenée à remettre en question chaque conversation qu'elles avaient eue, chaque conseil que Clara lui avait donné, et chaque moment de leur amitié. Elle a terminé l'appel en disant à Clara qu'elle ne voulait plus jamais la voir ni entendre parler d'elle, et que si Clara essayait un jour de la contacter, elle transmettrait tout directement à mon avocat. Le chat de groupe qui avait autrefois été la principale source de validation et de soutien de Clara s'est transformé en ce qui ne peut être décrit que comme une exécution publique numérique. Les messages volaient d'un côté à l'autre plus vite que des insultes lors d'un débat politique, chaque ami essayant de surpasser les autres en exprimant son dégoût et son indignation d'avoir été trompé. Jennifer Chin, qui avait toujours été la membre la plus diplomate de leur groupe d'amis, fut apparemment celle qui enfonça vraiment le couteau. Clara, avait-elle écrit dans un message qui fut immédiatement capturé et partagé avec tous ceux qui voulaient l'entendre. J'ai repensé à toutes les fois où tu t'es plainte de Marcus, toutes les fois où tu l'as fait passer pour déraisonnable ou exigeant. Maintenant, je réalise que tu étais juste en train de poser les bases de ton récit de victime. C'est un comportement sociopathique. La beauté des amitiés féminines, c'est que lorsqu'elles deviennent nucléaires, elles le deviennent vraiment. Il ne s'agissait pas seulement de simples connaissances qui coupaient les ponts. C'étaient des femmes qui avaient partagé des secrets, s'étaient soutenues mutuellement lors de ruptures, avaient célébré des promotions ensemble et savaient probablement où se trouvaient tous les cadavres dans la vie de l'autre. Lorsque ce niveau d'intimité est utilisé comme une arme contre vous, c'est comme être frappé par un train de marchandises fait de pure destruction sociale. Marissa Thompson, la meilleure amie de Clara et la personne en qui elle avait probablement le plus confiance au monde, lui a porté le coup le plus dévastateur. Marissa était le genre d'amie qui avait été là à chaque événement important de sa vie, celle que Clara appelait lorsqu'elle avait besoin de conseils, de soutien ou simplement de quelqu'un pour l'écouter se plaindre de ce qui la tracassait cette semaine-là. Leur dernière conversation, que Marissa a apparemment partagée avec plusieurs personnes tant elle était dégoûtée, fut le genre d'assassinat d'amitié qui ne laisse aucun survivant. « Tu t'es détruite, Clara, » avait dit Marissa, sa voix assez froide pour geler l'eau bouillante. « Ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de SMS. N'essaie même pas de t'expliquer ou de trouver des excuses. Tu n'es pas la personne que je croyais, et j'ai honte de t'avoir appelé mon ami. » Le rejet de Marissa frappa Clara plus durement que tout le reste combiné, car Marissa avait été son roc, sa confidente, la seule personne sur qui elle avait toujours pu compter pour qu'elle prenne son parti quoi qu'il arrive. Perdre cette relation fut comme perdre un membre, soudain, choquant et altérant de façon permanente la vie. Mais l'aspect des médias sociaux de la chute de Clara fut l'endroit où les choses sont devenues vraiment brutales. Ces femmes n'ont pas seulement coupé les ponts en privé, elles se sont assurées que tout le monde savait exactement pourquoi elles se distanciaient de Clara. Les stories Instagram, les publications Facebook, les tweets subtils et les captures d'écran des chats de groupe volaient comme des confettis lors d'un défilé célébrant la mort sociale de Clara. Entrer dans les soirées est devenu un exercice d'humiliation publique pour Clara. Les mêmes événements sociaux où elle avait autrefois été le centre de l'attention, tenant la cour avec ses observations pleines d'esprit et ses histoires soigneusement élaborées, la présentaient maintenant comme le sujet principal de conversation. Mais pas dans le bon sens. Les gens s'arrêtaient littéralement de parler quand elle entrait dans une pièce, non par respect, mais parce qu'ils discutaient tous de son dernier scandale et ne voulaient pas qu'elle entende les détails particulièrement brutaux. Les murmures la suivaient partout. C'est la femme qui a essayé d'arnaquer son mari. Tu crois qu'elle a tout planifié dès le début? J'ai entendu dire qu'elle était complètement ruinée maintenant, et sa famille ne lui parle même plus. Le moulin à ragots tournait à plein régime, et Clara était l'ingrédient principal moulu pour le divertissement de tous. Ces fils de médias sociaux, qui avaient autrefois été des vitrines soigneusement élaborées de sa vie fabuleuse, sont devenus des villes fantômes d'engagement. Tu sais ce qu'on dit sur le karma qui est une garce? Eh bien, le karma a apparemment un doctorat en destruction totale et une spécialisation pour s'assurer qu'aucune pierre n'est laissée au hasard lorsqu'il s'agit de rendre justice. Clara pensait que son lieu de travail serait une sorte de sanctuaire contre la tempête de merde qui engloutissait tous les autres aspects de sa vie, mais elle se trompait lourdement, comme quelqu'un qui apporte un couteau à une fusillade ou essaie d'utiliser Internet Explorer en 2025. Clara travaillait chez Henderson & Associates, l'une de ces sociétés de conseil de taille moyenne qui prospèrent en maintenant une réputation impeccable et attire des clients prêts à payer des prix élevés pour le privilège de travailler avec des professionnels réputés. Ce sont le genre d'endroit où votre marque personnelle est presque aussi importante que vos performances professionnelles réelles, où les événements de réseautage sont essentiellement des fonctions sociales obligatoires.
Et où les ragots de bureau voyagent plus vite que les mauvaises nouvelles lors d'une réunion de famille. Le problème des environnements professionnels dans le monde hyper-connecté d'aujourd'hui est que les scandales ne restent pas privés longtemps, surtout lorsqu'ils impliquent la fraude. Les procédures judiciaires et le genre de détails croustillants qui font oublier aux gens la série Netflix qu'ils étaient en train de regarder. Dans les 48 heures suivant le drame judiciaire, la vie professionnelle de Clara était sur le point de devenir aussi toxique qu'une décharge de déchets nucléaires. Cela a commencé par des murmures, car c'est ainsi que les choses commencent toujours dans le monde de l'entreprise américaine. Des collègues qui échangeaient autrefois des plaisanteries sur les projets du week-end et se plaignaient des réunions du lundi matin se regroupaient maintenant autour des machines à café et des fontaines à eau. Discutant de l'implosion personnelle spectaculaire de Clara sur le ton feutré généralement réservé aux discussions sur les licenciements ou les scandales de harcèlement sexuel. Vous avez entendu parler de Clara Hill, est devenue la phrase d'ouverture de chaque conversation de bureau cette semaine-là. L'histoire se répandait dans le bâtiment comme un feu de forêt en période de sécheresse, chaque récit ajoutant de nouveaux détails et des réactions de plus en plus horrifiées. Les gens consultaient les registres du tribunal sur leur téléphone pendant les pauses déjeuner, partageaient des captures d'écran d'articles de presse dans des discussions de groupe. Et transformaient la chute de Clara en la chose la plus divertissante qui soit arrivée dans leur bureau depuis le jour où quelqu'un avait accidentellement répondu à tous à un email d'entreprise avec sa lettre de démission. Les conversations de couloir étaient brutales dans leur cruauté désinvolte. Clara passait devant des groupes de collègues qui s'arrêtaient soudain de parler et la regardaient avec le genre de fascination morbide habituellement réservé aux accidents de voiture ou aux catastrophes de télé-réalité. C'étaient des gens avec qui elle avait travaillé pendant des années, partagé des projets, peut-être même pris un verre après des échéances particulièrement stressantes. Maintenant, il la regardait comme si elle était une sorte d'animal de zoo exotique qui s'était soudain révélé être un dangereux prédateur. Son superviseur direct, Michael Patterson, faisait probablement des cauchemars à propos du désastre potentiel en matière de relations publiques qui siégeait maintenant dans son département. Patterson était le genre de cadre intermédiaire qui avait passé toute sa carrière à éviter soigneusement tout ce qui pourrait nuire à son jugement ou à ses capacités de leadership. Avoir une employée démasquée comme une escroqueuse matrimoniale n'était certainement pas le genre de choses qu'il espérait ajouter à son CV. Le premier signe réel que la vie professionnelle de Clara était en train de sombrer est arrivé lorsqu'elle a été discrètement retirée des projets clients. Soudain, les présentations qu'elle devait faire ont été réaffectées à d'autres membres de l'équipe avec des excuses vaseuses sur la redistribution de la charge de travail et le réalignement stratégique. Les clients avec lesquels elle avait cultivé des relations pendant des mois ont été confiés à des collègues qui ne pouvaient probablement pas croire leur chance d'hériter de comptes aussi précieux. Mais le véritable coup de grâce professionnel est venu lors de l'événement de réseautage trimestriel que Henderson & Associates organisait pour ses plus grands clients et partenaires industriels. C'était le genre de rassemblement corporatif où les affaires se concluent autour de cocktails hors de prix et où les gens échangent des cartes de visite comme s'ils échangeaient des cartes Pokémon. Clara avait toujours excellé lors de ces événements, utilisant son charme et son esprit pour bâtir le genre de relations professionnelles qui se traduisaient par des revenus et des avancées de carrière. Cette fois, entrer dans cet événement de réseautage était comme pénétrer dans une fosse aux lions vêtue d'un costume de viande. Toute la pièce sembla changer quand elle entra, les conversations s'interrompant à mi-phrase alors que les gens la reconnaissaient grâce à la couverture médiatique et aux discussions sur les réseaux sociaux qui circulaient toute la semaine. Le genre d'attention qu'elle recevait n'était pas la reconnaissance respectueuse à laquelle elle était habituée. C'était la curiosité voyeuriste des gens qui assistent à un effondrement de célébrités en temps réel. James Morrison, un client potentiel qu'elle courtisait depuis des mois, l'a approché près du bar avec une franchise à la fois rafraîchissante et absolument dévastatrice. « N'êtes-vous pas la femme qui a essayé d'escroquer son mari » a-t-il demandé assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. L'homme n'a même pas essayé de baisser la voix ou de faire semblant d'être diplomate. Il était sincèrement curieux de savoir s'il parlait à la personne dont la fraude matrimoniale était devenue la conversation de couloir de toute l'industrie. Le silence qui a suivi sa question était si complet qu'on aurait pu entendre la carrière de quelqu'un mourir. Chaque conversation dans leur voisinage immédiat s'est arrêtée alors que les gens se tournaient pour observer la réponse de Clara. Espérant probablement une sorte de confession dramatique ou de crise qu'il pourrait ensuite partager sur LinkedIn comme un avertissement sur l'intégrité professionnelle. La réponse de Clara fut aussi efficace que d'essayer d'éteindre un feu de forêt avec un pistolet à eau. Elle balbutia quelque chose sur des malentendus et des complications juridiques, mais Morrison avait déjà mentalement quitté la conversation. Il la regardait avec le genre d'expression que l'on voit chez les gens qui réalisent qu'ils ont parlé à quelqu'un qui pourrait être fondamentalement indigne de confiance dans les affaires.
Je pense que nous allons choisir une autre firme pour nos besoins de conseil, dit Morrison, son ton portant la finalité d'un juge rendant un verdict. Nous préférons travailler avec des organisations qui démontrent des normes éthiques constantes. Il s'éloigna sans un mot de plus, laissant Clara là, comme quelqu'un qui venait d'être publiquement largué à son propre mariage. Les effets d'entraînement de cette conversation se sont répandus dans l'événement de réseautage plus vite que les ragots dans une petite ville. D'autres clients potentiels qui avaient envisagé Henderson & Associates avaient soudainement des doutes sur le fait de travailler avec une entreprise qui employait quelqu'un qui avait été exposé comme une fraude. La présence de Clara ne manquait pas seulement de générer des affaires, elle coûtait activement de l'argent et de la réputation à l'entreprise. Ses collègues lui lançaient des regards allant de la sympathie embarrassée au dégoût pur et simple. C'étaient des personnes qui comprenaient que leur réputation professionnelle était directement liée à l'image de l'entreprise, et Clara était devenue un fardeau ambulant qui menaçait les perspectives de carrière de tout le monde. Imaginez ceci, une femme qui vivait autrefois comme la star de sa propre émission de télé-réalité se retrouve soudainement dans le rôle de la méchante tragique d'un conte moralisateur que personne ne veut regarder. La chute de Clara n'a pas seulement été spectaculaire. Ce fut le genre de destruction de vie complète qui vous fait vous demander si l'univers a un sens de l'humour macabre et aime vraiment regarder les gens qui se croient plus intelligents que tout le monde recevoir leur juste punition servie glacée avec une touche d'humiliation publique. Isolé de sa famille, abandonné par ses amis et professionnellement blacklisté plus vite qu'un communiste pendant la peur rouge, Clara vivait ce que l'on pourrait appeler le forfait complet de l'expérience du karma. La femme qui avait passé des années à construire ce qu'elle pensait être un empire social inébranlable l'avait vu s'effondrer plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Et maintenant, elle était assise dans les ruines, se demandant comment diable tout avait pu aller si spectaculairement mal. La partie la plus satisfaisante de toute cette situation, et oui, j'avouerai que j'en savourais chaque seconde, fut d'apprendre par la rumeur les changements dramatiques de ses conditions de vie. Clara était passée de notre belle maison de banlieue avec ses comptoirs en granit, ses dressings et le genre de quartier où les gens arrosent vraiment leur pelouse, à la location d'un triste petit appartement en périphérie de la ville. Probablement meublé avec un réfrigérateur de l'administration Clinton et une moquette qui avait connu de meilleures décennies. Ce n'était pas seulement une réduction de taille, c'était une chute libre de la première classe à la soude de la vie. La femme qui avait l'habitude de faire du shopping dans des boutiques où l'on connaissait son nom et où on lui apportait du champagne pendant qu'elle essayait des robes de créateur, était maintenant probablement en train de découper des coupons et de faire ses courses dans des magasins discount où l'éclairage fluorescent faisait ressembler tout le monde à des figurants de films de zombies. Les rapports que je recevais de connaissances mutuelles dépeignaient une image de quelqu'un qui était passé d'influenceuse Instagram à ermite tragique en un temps record. Clara avait complètement cessé de publier ses photos soigneusement sélectionnées de sa vie fabuleuse qui faisait autrefois que ses followers se sentaient inadéquats quant à leur propre existence. Sa présence sur les médias sociaux, qui avait autrefois été un défilé incessant de tenues de créateurs, de dîners coûteux et de destinations de vacances exotiques, s'était éteinte comme un restaurant qui a fait faillite mais a oublié de changer sa fiche Google. Le silence était assourdissant de la plus belle des manières possibles. C'était une femme qui avait construit toute son identité sur la projection du succès et de la supériorité, qui n'avait jamais rencontré un miroir devant lequel elle ne voulait pas poser ou un rassemblement social qu'elle ne pouvait pas transformer en son moment de gloire personnelle. Maintenant, elle vivait comme une sorte d'ermite moderne, passant probablement ses journées à regarder des séries Netflix sur les vies plus intéressantes d'autres personnes et à commander des plats à emporter dans des endroits qui n'acceptaient certainement pas l'American Express. Mais le vrai coup de grâce a été d'entendre parler de son état émotionnel par des personnes qu'il avait croisées accidentellement en ville. Ce n'étaient pas des amis proches qui prenaient de ses nouvelles. Rappelez-vous, il ne lui en restait plus. C'étaient des connaissances aléatoires, d'anciens collègues et des personnes qu'il avait connues socialement mais n'étaient pas suffisamment investies dans son bien-être pour se laisser entraîner dans le drame. Selon ses rapports de seconde main, Clara était devenue le genre de personne qui pleurait souvent et suppliait quiconque voulait bien l'écouter d'entendre sa version de l'histoire. La femme qui avait autrefois attiré l'attention partout où elle allait essayait maintenant désespérément d'attirer l'attention sur son histoire larmoyante sur la façon dont elle avait été mal comprise. Comment toute la situation avait été exagérée et comment elle était en fait la victime de tout cela. Rachel Davis, quelqu'un qui avait travaillé avec Clara dans un emploi précédent et ne lui avait pas parlé depuis plus d'1 an, m'a raconté l'avoir rencontrée dans une épicerie qui était définitivement plusieurs niveaux en dessous des marchés biologiques que Clara fréquentait habituellement. Elle avait l'air terrible, avait dit Rachel, secouant la tête avec le genre de pitié que l'on réserve à voir une ancienne célébrité travailler dans une station-service. Ses cheveux étaient en désordre, elle ne portait pas de maquillage,
et elle portait un pantalon de survêtement qui avait l'air d'avoir été porté pendant une semaine. Mais l'apparence n'était même pas le plus pathétique. Apparemment, Clara avait coincé Rachel dans le rayon des céréales et s'était lancée dans un monologue désespéré sur le fait que tout le monde avait mal compris la situation, que Marcus, c'est-à-dire moi, avait manipulé les preuves pour la faire passer pour mauvaise. Et qu'elle était en fait la victime d'un plan élaboré pour détruire sa réputation. Elle pleurait là, entre les Cheerios et les Lucky Charms, m'avait raconté Rachel, probablement savourant l'ironie de voir Clara faire une crise dans l'endroit le plus banal possible. Elle répétait que les gens ne comprenaient pas toute l'histoire, qu'il y avait des choses sur Marcus que personne ne savait, et qu'elle était piégée dans une situation impossible. Le désespoir dans la voix de Clara était apparemment si intense que d'autres clients commençaient à fixer et à murmurer entre eux. Rachel, qui essayait juste de faire ses courses et de vaquer à ses occupations, a dû en gros se libérer de la conversation comme si elle échappait à une présentation de temps partagée particulièrement agressive. Des histoires similaires ont commencé à apparaître de la part d'autres personnes en ville. Clara avait apparemment l'habitude d'approcher quiconque montrait le moindre signe de familiarité, puis de se lancer dans ses tentatives épuisantes de réhabiliter son image ou d'obtenir de la sympathie pour sa situation. Elle était comme un disque rayé d'apitoiement, essayant constamment de réécrire le récit de ce qui s'était passé et de convaincre les gens qu'elle méritait de la compassion plutôt que de la condamnation. La femme qui avait autrefois prospéré en étant enviée était maintenant réduite à mendier une sympathie humaine élémentaire auprès de personnes qui la connaissaient à peine. Elle était passée de la personne que tout le monde voulait fréquenter à la personne que tout le monde évitait activement, comme si elle portait une sorte de maladie sociale qui pouvait être contagieuse. Sans moi, sans mon soutien financier, sans mes relations sociales et sans le style de vie que je lui offrais, Clara avait été forcée de confronter la réalité, elle avait construit toute son existence sur une base faite des ressources et de la bonne volonté des autres. Quand tout cela lui a été retiré, il ne restait plus qu'une femme triste et solitaire, assise dans un appartement minable, entourée des conséquences de sa propre cupidité et manipulation. Tu sais ce qu'on dit, on ne peut pas échapper à son passé? Eh bien, apparemment, la même règle s'applique à ton ex-femme, surtout quand elle a été réduite à fréquenter les mêmes espaces publics que les gens normaux au lieu de se cacher sous la roche où elle vit depuis que sa vie a implosé. Je passais une soirée parfaitement agréable chez Romano S, ce bon restaurant italien qui sert des pâtes qui n'ont pas le goût de sortir d'une boîte et du vin qui ne vous donne pas un mal de tête instantané. Quand le destin a décidé de me servir un plat d'accompagnement de justice poétique que je n'avais définitivement pas commandé. J'attendais ce dîner avec impatience toute la semaine. Après des mois passés à traiter avec des avocats, des procédures judiciaires et toutes les conneries qu'avaient été mon mariage et mon divorce ultérieur, je commençais enfin à me sentir à nouveau comme un être humain au lieu d'un personnage de feuilleton tordu. Le restaurant était animé, mais pas bondé, rempli du genre de bavardage confortable et de cliquetis d'argenterie qui vous rappellent pourquoi les gens aiment vraiment sortir manger. J'étais à la moitié de ce qui devait être le meilleur poulet à la parmigiana que j'avais mangé depuis des années, en me détendant enfin pour la première fois depuis des mois, quand je l'ai aperçu. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours car la femme assise seule à une table de coin ressemblait à la sœur de Clara, beaucoup moins réussie, qui avait été heurtée par un bus puis traînée à l'envers dans un rayon de liquidation de grands magasins. Clara était assise seule, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas du tout dans cette image. C'était une femme qui n'avait jamais mangé seule en public de toute sa vie. Elle était toujours entourée d'amis, de collègues, ou au minimum d'une pauvre âme qu'elle avait acculée à écouter sa dernière histoire dramatique. La voir seule, c'était comme voir un pan déplumé, pathétique et vaguement inquiétant. Ses cheveux, qui avaient toujours été parfaitement coiffés comme si elle était prête pour une séance photo de magazine à tout moment, semblaient avoir été portés pendant environ 3 jours d'affilée sans qu'elle ne prenne la peine de se regarder dans un miroir. Les tenues de créateur qu'il avait autrefois fait ressembler à une personne sortie d'un défilé de mode avaient été remplacées par ce qui pourrait être charitablement décrit comme chic de magasin discount. Le genre de vêtements que l'on achète quand on se soucie plus de couvrir son corps que de faire une quelconque déclaration de mode. Mais c'est sa posture qui m'a vraiment fait réaliser à quel point elle était tombée. Clara était courbée sur son téléphone comme si c'était la dernière source de chaleur dans un désert gelé, faisant défiler les images avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui vérifie si quelqu'un, n'importe où, se souciait encore de son existence. La présence confiante et imposante qu'il avait autrefois rendue le centre d'attention dans n'importe quelle pièce avait été remplacée par la posture dégonflée de quelqu'un qui avait été complètement vaincu par la vie. Je me demandais en fait si je pouvais finir mon repas et m'échapper sans qu'elle ne me remarque car, honnêtement, je passais une si bonne soirée et je n'avais pas besoin qu'elle soit gâchée par l'enfer que Clara pourrait essayer de m'entraîner.
Quand elle a levé les yeux de son téléphone et que nos regards se sont croisés à travers le restaurant, la reconnaissance l'a frappée au visage comme un coup physique, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir là, dans son petit coin triste. Mais alors, quelque chose a changé dans son expression, une sorte d'espoir désespéré mêlé de panique, et je savais que j'allais avoir droit à une performance qui ferait passer la télévision diurne pour subtile en comparaison. Elle s'est pratiquement levée de sa chaise et s'est précipitée vers ma table avec le genre d'énergie frénétique que l'on voit habituellement chez les personnes qui se noient et viennent d'apercevoir une bouée de sauvetage. Les autres convives commençaient à remarquer le remue-ménage, se demandant probablement s'ils allaient assister à une sorte de crise publique qu'ils pourraient ensuite publier sur leurs réseaux sociaux. « Marcus, s'il te plaît, juste une minute, dit-elle, et sa voix se brisait déjà comme si elle se préparait à une scène dramatique qui rendrait les lauréats des Oscars jaloux. « S'il te plaît, j'ai juste besoin d'une minute de ton temps. » Je levai les yeux vers elle, contemplant l'ampleur de sa transformation, passée d'artiste de la manipulation réussie à ce triste spectacle qui se tenait à côté de ma table. Une partie de moi ressentait quelque chose qui aurait pu être de la pitié, si la pitié n'avait pas été complètement éclipsée par la satisfaction de voir quelqu'un qui avait tenté de détruire ma vie obtenir exactement ce qu'il méritait. « J'ai tout perdu, continua-t-elle, prenant apparemment mon silence comme une permission de continuer ce qui allait clairement être la performance de sa vie. Ma famille m'a complètement renié. Ils ne répondent pas à mes appels. Ils m'ont désinvité de toutes les réunions de famille, et ma propre mère m'a dit qu'elle avait honte d'avoir élevé quelqu'un comme moi. » Des larmes commençaient à couler sur son visage, et je devais lui accorder ça. Elle s'investissait vraiment dans ce rôle de victime tragique, lésée par le monde cruel. Le restaurant devenait plus silencieux tandis que les autres clients essayaient de faire semblant de ne pas écouter ce qui allait évidemment être un dîner-spectacle de qualité supérieure. « Mes amis sont tous partis, sanglota-t-elle, sa voix devenant plus aiguë et plus désespérée à chaque mot. Des gens que je connais depuis des années, des gens que je pensais seraient toujours là pour moi. Ils ont tous simplement disparu. Ils ne répondent pas à mes appels. Ils m'ont bloqué sur les réseaux sociaux, et quand j'ai essayé de me présenter à l'anniversaire de Jessica le mois dernier. Ils m'ont littéralement demandé de partir. » Elle était vraiment en pleine forme maintenant, gesticulant sauvagement comme si elle auditionnait pour une production théâtrale particulièrement mélodramatique. « Au travail, ils me traitent comme si je n'existais pas. J'y étais respecté, Marcus. J'étais bonne dans mon travail. J'apportais des clients. Je faisais de réelles contributions. Maintenant, ils m'ont pratiquement complètement mise sur la touche. Je reste à mon bureau toute la journée sans rien de significatif à faire, et j'entends les gens chuchoter à mon sujet chaque fois que je passe. » Le désespoir dans sa voix devenait presque palpable, remplissant l'espace entre nous comme la fumée d'un incendie. « Je nous ai détruits, Marcus. J'ai détruit tout ce que nous avions ensemble, tout ce que nous aurions pu être. J'ai été stupide et cupide, et je pensais être tellement plus intelligente que tout le monde. Mais je ne l'étais pas. J'étais juste. J'étais juste une idiote qui a gâché la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. » Puis vint le grand final, le moment qu'elle avait probablement répété devant son miroir de salle de bain pendant des semaines. « S'il te plaît, j'ai besoin d'une autre chance. Je sais que je ne la mérite pas. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je t'en supplie. Je ne peux plus vivre comme ça. » Les semaines qui ont suivi cette rencontre au restaurant furent comme assister à l'acte final d'une tragédie où le personnage principal refuse d'accepter que le rideau est déjà tombé. La supplique désespérée de Clara pour le pardon avait été accueillie par le genre de réponse froide et calculée qu'elle aurait probablement dû attendre de quelqu'un dont elle avait tenté de détruire systématiquement la vie. Mais apparemment l'illusion à la vie dure quand on se noie dans les conséquences de sa propre stupidité. « Tu as fait ton choix, lui ai-je dit cette nuit-là, me levant de ma table avec le genre de finalité calme qui vient de finalement avoir le dessus dans une situation qui m'avait autrefois fait me sentir impuissant. Maintenant, tu vis avec. » Ces 8 mots contenaient des mois de douleur, de trahison et de juste colère distillés sous leur forme la plus pure. Je m'étais éloigné de ce restaurant avec l'impression d'avoir refermé le dernier chapitre du pire livre que j'ai jamais été forcé de lire, mais Clara, apparemment, n'était pas prête à accepter que l'histoire soit terminée. Dans les semaines qui ont suivi, elle a lancé ce qui ne peut être décrit que comme une attaque à grande échelle contre ma paix mentale, utilisant toutes les formes de communication disponibles à l'humanité moderne dans une tentative désespérée de me convaincre que d'une manière ou d'une autre. Il y avait encore une chance de rédemption dans cette épave en flammes de ce qui avait été notre mariage. Cela a commencé par des messages textes,
le genre de roman pathétique et décousu que les gens écrivent lorsqu'ils font des crises émotionnelles à 3 heures du matin et pensent que la quantité de mots peut compenser la qualité du caractère. Ce n'étaient pas les messages courts et manipulateurs qu'elle avait l'habitude d'envoyer pendant notre mariage. C'étaient des dissertations épiques d'apitoiement et de désespoir qui auraient fait passer la littérature russe pour joyeuse en comparaison. Marcus, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit au restaurant. C'est ce que disait un message qui n'était apparemment que la ligne d'ouverture de ce qui est devenu un manifeste de 3000 mots sur sa nouvelle prise de conscience et son désir de faire amende honorable. Lire ces messages, c'était comme regarder quelqu'un pratiquer une chirurgie émotionnelle sur lui-même sans anesthésie, douloureux, désordonné et finalement infructueux. Lorsque les messages textes n'ont généré aucune réponse de ma part, car, honnêtement, qu'étais-je censé dire à quelqu'un qui avait passé des paragraphes à expliquer comment elle avait enfin compris la profondeur de ses erreurs et était prête à faire tout ce qu'il fallait pour regagner ma confiance. Elle est passée aux emails. Ce n'étaient pas les communications brèves et professionnelles que les personnes civilisées envoient à leurs ex-conjoints pour diviser des biens ou finaliser des documents. C'était le genre de déversements émotionnels épiques qui aurait fait la fierté d'un scénariste de telenovela. Les objets à eux seuls suffisaient à me faire douter du contrôle de Clara sur la réalité. S'il vous plaît, lisez ceci. C'est important. Je sais que vous me détestez, mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. La vérité sur tout ce qui s'est passé. Et mon préféré personnel, je ne suis pas la personne que vous croyez. Ce dernier était particulièrement riche, étant donné que la personne que je croyais qu'elle était avait été révélée par ses propres messages textes et confirmée par un juge en audience publique. Mais la campagne de harcèlement numérique de Clara n'était que le prélude au grand événement qui allait se dérouler. Lorsque les emails ne sont pas parvenus à générer la réponse qu'elle cherchait désespérément. Elle est passée aux appels téléphoniques avec la persistance d'un télévendeur à qui on a promis une commission sur chaque vente et le désespoir de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il est complètement seul au monde. Les premiers appels sont arrivés à des heures raisonnables, probablement pour un impact maximal, quand elle pensait que je pourrais répondre. Quand ceux-là sont allés directement à la messagerie vocale, car j'avais appris ma leçon concernant l'engagement avec la folie, elle a commencé à appeler à des intervalles de plus en plus désespérés. Des appels tôt le matin avant que je ne parte travailler, des appels l'après-midi pendant les pauses déjeuner, des appels le soir quand elle pensait probablement que je serais détendu et plus réceptif à ses conneries. Chaque message vocal était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle déguisé en remords sincères. Marcus, s'il te plaît, décroche. Je sais que tu filtres probablement mes appels, mais j'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui n'a pas marché entre nous, et je crois que je comprends enfin pourquoi tu es si en colère. La femme s'était apparemment convaincue que le problème n'était pas sa fraude calculée et sa manipulation émotionnelle, mais plutôt mon incapacité à comprendre correctement ses motivations émotionnelles complexes. Mais la véritable rupture psychologique est survenue lors de ce que j'appelle maintenant la nuit des 187 appels manqués. Une phrase qui devrait être le titre d'un film d'horreur sur le harcèlement technologique. J'étais allé me coucher tôt après une journée particulièrement bonne au travail, le genre de journée qui me rappelait que la vie après Clara était en fait plutôt agréable quand personne n'essayait activement de saboter mon bien-être émotionnel. J'avais mis mon téléphone en silencieux et l'avais posé sur la table de nuit, m'attendant à me réveiller avec peut-être quelques emails professionnels et peut-être un message d'un ami concernant les projets du week-end. Ce à quoi je me suis réveillé, c'était un téléphone qui semblait avoir été la cible d'une sorte de campagne de bombardement numérique. L'écran de notification était tellement saturé d'appels manqués que j'ai dû faire défiler ce qui a semblé des minutes juste pour tous les voir. 187 appels manqués, tous de Clara, tous entre 23h et 6h du matin. La femme avait apparemment passé toute la nuit à appuyer sur le bouton de recomposition comme si c'était une sorte d'activité thérapeutique, probablement convaincue que si elle continuait d'essayer, je finirais par craquer et répondre au téléphone. Les messages vocaux qui accompagnaient ce marathon de désespoir peignaient le tableau de quelqu'un qui avait complètement perdu le contact avec la réalité. Il commençait de manière relativement cohérente, de plus pathétiques supplications de pardon et des explications sur la façon dont elle avait changé, mais à mesure que la nuit avançait et que les appels continuaient. Il dégénérait en diatribes de plus en plus dérangées sur la façon dont j'étais déraisonnable, comment elle méritait une chance de s'expliquer, et comment notre amour était trop fort pour être détruit par une seule erreur. À la fin de la séquence, Clara sanglotait au téléphone, me suppliant de me souvenir des bons moments que nous avions passés ensemble et insistant sur le fait que la femme qui avait prévu de me manipuler pour un gain financier n'était pas la vraie Clara. Apparemment,
La vraie Clara était ce personnage réformé qui avait appris de ses erreurs et était prête à construire quelque chose de beau ensemble. Je n'ai écouté aucun de ces messages vocaux. Je n'avais pas besoin d'entendre la version des événements de Clara ni ses tentatives désespérées de réécrire l'histoire. Les faits étaient simples. Elle m'avait refusé l'intimité, le respect et l'honnêteté tout au long de notre mariage, et maintenant la vie lui refusait la sécurité et le confort auquel elle pensait avoir droit. La belle symétrie de tout cela était plus satisfaisante que n'importe quelle conversation que nous aurions pu avoir.